Chapitre 1. Un rassemblement hivernal à Weatherby Hall. C'est par un après-midi de fin janvier, mordant et venteux, qu'Hercule Poirot et moi nous sommes retrouvés assis côte à côte dans le compartiment d'angle du train de midi reliant Londres à la côte sud de l'Angleterre. Dehors, la campagne défilait dans un flou de verts et de bruns feutrés, les haies saupoudrées de givre. Une fine brume blanche recouvrait les champs comme un linceul, et le bétail restait immobile, comme s'il refusait de s'aventurer plus loin dans le froid. Pour ma part, j'étais reconnaissante pour le petit poêle à charbon du compartiment, qui sifflait et crépitait sous l'effort pour se protéger du froid. Poirot, impeccable comme toujours, était assis en face de moi, les mains gantées croisées sur ses genoux. Son regard, net et précis comme des perles, contemplait le paysage avec un intérêt modéré, même si je soupçonnais que, comme toujours, son esprit était préoccupé par des choses bien loin des terres agricoles du Hampshire, défilant devant notre fenêtre. Je le connaissais depuis assez longtemps pour reconnaître le calme particulier qui trahissait son petite cellule, grises étaient déjà au travail. « Vous ne m'avez pas encore dit exactement pourquoi nous avons été convoqués à Weatherby Hall, risquai-je. S'agit-il d'une autre de vos affaires ?» Sa moustache tressaillait légèrement, signe évident d'un amusement contenu. « Mon cher Hastings, comme vous êtes prompt à tirer des conclusions hâtives. Non, cette fois, nous ne sommes pas convoqués par un meurtre, un vol ou les divers crimes qui perturbent si souvent notre tranquillité. Il s'agit simplement d'une invitation. »« De Lord Weatherby ?» demandai-je. Le nom m'était familier. Une vieille famille, autrefois immensément riche, possédant un domaine sur la côte dont on parlait à la fois de grandeur et de lente décadence. Poirot inclina la tête. « Tout à fait. Lord Weatherby est un mécène des arts, et plus particulièrement de l'opéra. Il a organisé une petite réception chez lui ce week-end, qui se terminera par une représentation privée de la célèbre signorina Isabella Ferranti. »« La soprano italienne ?» m'exclamai-je. « Mais elle est mondialement connue. Je me souviens avoir lu dans le Times n'est que le mois dernier qu'elle a conclu une saison triomphale à Milan. » Le sourire de Poirot s'élargit. C'est de la vie générale une artiste de génie, et comme c'est parfois le cas avec ces fleurs rares, on dit aussi qu'elle possède des épines. Capricieux ? Ah, le mot est doux, mon ami, mais je ne me laisse pas influencer par les ouï-dire. Je préfère observer de mes propres yeux. Il m'est alors apparu, comme souvent, que Poirot abordait même la plus simple occasion sociale comme s'il s'agissait d'une expérience de comportement humain. Je soupçonne que si le maire l'invitait à déjeuner, il passerait la moitié du temps à noter les regards échangés entre les convives et l'angle précis de chaque fourchette sur la table. Notre conversation a dévié vers d'autres sujets, mais ma curiosité pour les gens du week-end n'a fait que croître. Ce n'est qu'à l'arrivée du train dans la petite gare côtière d'Averscombe que j'ai aperçu les premiers. Un homme grand et large d'épaules se tenait sur le quai, tapant du pied pour se protéger du froid. Ses cheveux blonds s'éclaircissaient, et son visage rasé de près avait un teint rougeâtre et buriné. Il nous a salués d'un signe de tête poli à notre descente du wagon. Le capitaine Hastings, je suppose, et Monsieur Poirot. Je suis Edward Harcourt, l'un des invités de Lord Weatherby. Le moteur vous attend. Harcourt était lui-même chanteur, s'avéra-t-il, bien que de bien moindre renommée qu'Isabella Ferranti. Il parlait avec une certaine aisance, mais une légère pointe de ressentiment perlait dans son ton lorsque son nom fut mentionné. Bien sûr, on peut difficilement rivaliser avec une telle prestance, remarqua-t-il tandis que le chauffeur chargeait nos bagages. Elle remplit la pièce, Isabella, et elle le sait. Le trajet jusqu'à Weatherby Hall nous a conduits par des ruelles étroites et sinueuses, bordées d'arbres nus dont les branches se courbaient au-dessus de nos têtes, telles les côtes d'un immense squelette. À mesure que nous approchions du domaine, le bruit de la mer s'intensifiait, un grondement profond et régulier, étouffé par le vent hivernal. Puis, le hall apparut, un vaste bâtiment édouardien en pierre claire, dont la façade, striée par les intempéries, s'assombrissait sous le ciel bas.
La neige qui s'accrochait aux tuiles lui conférait un air à la fois romantique et vaguement désolé. Dans le grand hall d'entrée, nous fûmes accueillis par un majordome à l'allure si sévère que j'eus l'impression d'entrer dans une cathédrale. Derrière lui, un feu flamboyait dans un âtre caverneux, éclairant une série de portraits à l'huile qui observaient notre arrivée avec un calme et un détachement absolu. « Lord Wetherby vous recevra dans le salon », entonna le majordome. Le salon était vaste et somptueusement meublé, même si je ne pus m'empêcher de remarquer que certaines dorures des cadres étaient usées et que le tapis persan présentait des taches plus défraîchies que d'autres. Voici enfin notre hôte, un homme grand et mince, aux cheveux argentés, au visage ridé et à la courtoisie d'un autre âge. « Bienvenue, bienvenue », dit chaleureusement Lord Wetherby en prenant la main de Poirot puis la mienne. « Nous sommes honorés de vous accueillir. Ma femme sera bientôt là. Elle s'occupe des derniers préparatifs pour le récital de ce soir. » Lady Wetherby arriva un instant plus tard. Elle était saisissante. Cheveux noirs, peau pâle et fine, yeux d'un gris-bleu curieux qui semblait tout embrasser d'un seul coup d'œil. Son sourire, bien que gracieux, ne touchait pas ses yeux. S'ensuivit une série de présentations. Sir Charles Braithwaite, une silhouette imposante avec une crinière de lion et la voix tonitruante d'un homme habitué à dominer la scène. Le docteur Bernard Keane, un homme compact et soigné dont la poignée de main était rapide et froide, et Clara Simmons, une jeune femme frêle présentée comme la femme de chambre personnelle d'Isabella Ferranti, qui gardait les yeux baissés et parlait à peine plus haut qu'un murmure. Mais c'est Isabella elle-même qui attira toute l'attention lorsqu'elle fit irruption dans la pièce quelques minutes plus tard. Grande et gracieuse, ses cheveux couleur ébène polis, sa robe d'un rouge profond qui s'illuminait à chaque mouvement. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était basse et musicale, avec cette qualité indéfinissable qui donne à l'auditeur le sentiment d'être unique au milieu de la foule. Pourtant, tandis que j'observais, je percevais des courants sous-jacents. L'expression d'Harcourt se crispa tandis qu'elle le saluait avec une indifférence polie. Le regard de Sir Charles exprimait une sorte de sentiment de propriété. Le sourire de Lady Wetherby, frais et parfaitement dessiné, ne sembla s'approfondir que d'un clin d'œil à l'approche d'Isabella. L'atmosphère était étrange pour ce qui aurait dû être une réunion conviviale. Tandis que le dîner était servi dans la longue salle à manger, je me suis surpris à remarquer des regards à demi-voix et des silences qui semblaient ne trop évidents pour être une simple coïncidence. On parlait de musique, de la météo, de la difficulté de se procurer certains vins en ces temps incertains, mais sous-jacent à tout cela se cachait autre chose, un non-dit. Poirot, remarquai-je, mangeait avec délectation, mais parlait peu, si ce n'est pour s'enquérir, avec sa courtoisie, des connaissances de chaque invité sur le monde de l'opéra. Ses yeux verts, brillants et alertes, ne laissaient rien passer. Après le départ des dames, Harcourt et Sir Charles échangèrent quelques remarques acerbes sur la représentation à venir. Harcourt insista sur le fait que l'air choisi pour clôturer le récital était mal adapté à la voix d'Isabella. Sir Charles répliqua, avec un profond sarcasme, qu'il l'avait dirigé bien avant le début de la carrière d'Harcourt et qu'il n'avait besoin d'aucun conseil. Au moment où le café fut servi dans le salon, j'avais la nette impression que la représentation de la soirée serait mémorable, mais peut-être pas pour des raisons que personne ne soupçonnait encore. Plus tard, alors que Poirot et moi nous retirions dans nos chambres voisines, le vent s'était élevé au dehors, formant un hurlement lugubre, et le grondement lointain de la mer était comme le battement de cœur d'un géant. Poirot s'arrêta à sa fenêtre, scrutant l'obscurité. « Une réunion des plus intéressantes, Hastings, » dit-il doucement. « On dirait que le décor est planté, les acteurs en place, et il ne reste plus qu'à attendre le lever de rideau. À l'époque, je pensais qu'il ne parlait que de l'opéra. J'allais bientôt comprendre à quel point j'avais tort. » Chapitre 2. La diva dans le salon.
Le matin suivant notre arrivée à Weatherby Hall, l'aube était fraîche et lumineuse, malgré l'air glacial. Un pâle soleil d'hiver filtrait à travers les hautes fenêtres à guillotine de ma chambre, projetant de longues bandes de lumière sur la moquette à motifs. Quelque part dans la maison, une horloge sonnait 9 heures, ses notes graves étant étouffées par l'épaisseur des murs. Je m'habillai rapidement et descendis dans la salle à manger, m'attendant à trouver la maisonnée dans cette agréable et feutrée agitation qui accompagne le début d'un week-end à la campagne. Au lieu de cela, je ne trouvai que Poirot, assis au bout de la table, coupant méthodiquement un œuf à la coque. Devant lui s'étalait un assortiment de produits du petit déjeuner, petit pain, beurre, miel, le tout disposé avec la propreté d'un étalage de bijoutier. « Ah, Hastings !» dit-il en levant les yeux avec une expression de légère approbation. « Tu as bien dormi, n'est-ce pas? J'ai remarqué hier soir que le vent pourrait te déranger, mais peut-être as-tu le don enviable de dormir comme une souche. »« J'ai dormi assez profondément, » répondis-je en m'asseyant, même si, j'avoue, le bruit de la mer m'a plutôt envahi dans mes rêves. Les yeux de Poirot pétillèrent. La mer, Hastings, est comme certaines personnalités. Elle n'est jamais tout à fait tranquille. Nous fûmes bientôt rejoints par Harcourt, qui entra avec un brusque signe de tête, puis par Lady Weatherby, impeccable dans sa robe sombre du matin. Elle s'enquit de notre repos avec une politesse formelle avant de se tourner vers la cafetière. Il était presque 9h30 lorsqu'Isabella Ferranti apparut. Son entrée fut calme, presque théâtrale. Elle portait une robe de soie ivoire douce, ses cheveux étaient lâchement attachés sur sa nuque et une légère rougeur colorait ses joues. Son allure, sa façon de dominer l'espace sans effort, avait quelque chose qui attirait immédiatement le regard. « Bonjour », dit-elle d'une voix chaleureuse qui contrastait avec le froid extérieur. « J'espère que les lits de Weatherby Hall ne vous ont pas fait regretter votre voyage. »« Pas du tout, » répondis-je, peut-être avec plus d'empressement que nécessaire. « C'est un endroit splendide. » Poirot inclina poliment la tête, mais ne fit aucune remarque. Il l'observait comme un botaniste étudierait une fleur exotique, sans grossièreté, mais avec une intensité qui suggérait qu'il remarquait des détails invisibles pour nous tous. « J'espère, » poursuivit Isabella en s'asseyant, « que vous apprécierez le programme de ce soir. Sir Charles insistait sur le choix des plats. » À ces mots, Harcourt, assis en face d'elle, émit un léger reniflement. Insistant, c'est une façon de dire. « Edward, » dit-elle d'une voix douce mais néanmoins tranchante, « tu as tes propres engagements au printemps. Je suis sûr que tu seras alors entièrement libre de choisir ton répertoire. » Lady Weatherby intervint avec douceur. « Nous avons la chance de réunir un tel talent sous un même toit. Ne nous disputons pas avant la représentation. » Mais le courant sous-jacent dans la pièce était indéniable. Harcourt beurrait ses tartines avec une vigueur inutile, tandis qu'Isabella sirotait son café avec un air de détachement et de froideur. Après le petit déjeuner, le groupe se dispersa, certains pour se promener le long du sentier de la falaise, d'autres pour la bibliothèque ou la salle de billard. Je me retrouvai à accompagner Poirot dans un tour des jardins. Le givre épais recouvrait les haies, scintillant au soleil, et notre souffle s'élevait en petits nuages, tandis que nous parlions. « Voyez-vous, Hastings, » remarqua Poirot, « les petits drames se révèlent déjà. Mademoiselle Ferranti est la vedette, certes, mais une vedette qui éclipse peut-être trop ceux qui l'entourent. Et quand il y a de l'éclat, ah, il y a aussi de l'ombre. Tu penses qu'Harcourt n'apprécie pas son succès ?» Poirot haussa délicatement les épaules. « C'est possible. Et pourtant, mon ami, le ressentiment est rarement le seul ingrédient qui mène aux ennuis. Il faut aussi une opportunité, et quelque chose à gagner. À notre retour, nous avons rencontré Sir Charles Braithwaite. Il se tenait près des portes de la salle de musique, une liasse de papiers à la main. « Ah, monsieur Poirot !» s'exclama-t-il. « Je consultais justement le programme de ce soir. Nous terminons avec l'air de Vici d'Arte, de Puccini, bien sûr, l'une des plus belles œuvres d'Isabelle. J'y ai insisté. » Poirot accepta le programme et l'examina avec intérêt. Ce n'est pas un programme qu'elle avait choisi elle-même. Sir Charles eut un petit rire. « Mon cher ami,
Les artistes sont rarement les meilleurs juges de leur propre capacité. Elle me remerciera sous les applaudissements. Je crus percevoir une légère crispation des lèvres de Poirot, mais il ne dit rien, se contentant de rendre les papiers avec un gracieux signe de tête. L'après-midi se déroula en une série de petites activités conviviales. Un thé au coin du feu, une visite de la modeste collection d'art de Lord Wetherby, et pour certains, une brève répétition dans la salle de musique. J'y suis entré à un moment donné, et j'ai entendu Isabella égrener des gammes, sa voix emplissant l'espace d'une telle richesse que j'en ai senti l'air trembler. Mais même dans cet instant artistique, une tension régnait. Lady Wetherby était assise au premier rang, le regard fixé sur Isabella avec une intensité que je ne parvenais pas à déchiffrer. Sir Charles, perché à proximité, tapait du doigt en rythme, apportant parfois des corrections brusques. Harcourt s'attardait près de la porte, les bras croisés, l'air indéchiffrable. À la fin de la répétition, Isabella traversa la pièce pour rejoindre Clara Simmons, sa femme de chambre, et parla à voix basse. J'entendis les mots « parfum » et « ce soir » avant qu'ils ne s'éloignent. Clara, pâle et amaigrie, hocha vivement la tête et partit. Ce soir-là, avant le dîner, le salon était un flamboiement de lumière et de chaleur. Les invités se mêlaient, verre à la main, tandis que dehors la neige commençait à tomber en spirale paresseuse. Isabella fut la dernière à apparaître. Cette fois, elle portait une robe bleu nuit, parfaitement coupée, ornée d'un diamant au cou. Elle se déplaçait parmi les invités avec une grâce experte, acceptant les compliments avec un sourire qui semblait à la fois inviter et écarter toute intimité. Poirot, toujours attentif, passa une bonne partie de la soirée à discuter tranquillement avec le docteur Keane, qui évoqua son séjour à l'étranger et son intérêt pour les composés médicinaux rares. Plus d'une fois, je remarquai le regard de Poirot se porter vers Isabella et Lady Wetherby, qui se tenaient ensemble près de la cheminée, leur conversation ponctuée de sourires discrets et énigmatiques. À l'approche de 9 heures, les invités commencèrent à prendre place dans la salle de musique. Un léger bourdonnement d'impatience régnait, et le parfum des fleurs, des lys de serre, apportés spécialement pour l'occasion, se mêlait à la légère odeur de l'air marin qui s'infiltrait par les vieilles fenêtres. Poirot et moi étions assis près du centre, avec une excellente vue sur la scène et le public. Isabella, accueillie par un murmure d'appréciation, s'inclina légèrement avant d'entamer son premier morceau. Sa voix était magnifique, maîtrisée mais pleine d'émotion, et je voyais bien que même Harcourt, malgré sa froideur initiale, ne pouvait dissimuler son admiration. Le récital se déroula sans accroc, jusqu'à l'aria finale. Aux premières notes, je vis Isabella jeter un bref coup d'œil vers le fond de la salle, où Lady Wetherby était assise, immobile. Quelque chose dans ce regard, une lueur de réticence peut-être, ou de résignation, attira mon attention. Lorsque la dernière note s'éteignit, la salle éclata en applaudissements. Isabella s'inclina en souriant, bien que ses joues fussent rouges et qu'une légère couche de sueur luisa sur ses tempes. Ce n'est que plus tard, une fois la musique terminée et les invités rejoignant le salon pour le dîner, que j'appris qu'elle s'était retirée tôt dans sa loge, se plaignant d'un mal de tête. Sur le moment, je n'y prêtais guère attention. Poirot, cependant, semblait inhabituellement pensif tandis que nous suivions les autres. « Le rideau est tombé, Hastings, » murmura-t-il, « mais pour certains, le spectacle ne fait que commencer. » Chapitre 3. Une soirée musicale. Les soirées d'hiver dans les grandes demeures de campagne ont une qualité particulière. La chaleur et le privilège qui règnent à l'intérieur, contrastant fortement avec le monde extérieur froid et inhospitalier. Cette nuit-là, à Wetherby Hall, le vent s'abattait sur les hautes fenêtres et faisait vibrer les carreaux, tandis que la mer, au-delà des falaises, se ruait sans cesse contre les rochers. Pourtant, à l'intérieur, tout n'était que lumière, chaleur et impatience. Le récital était prévu pour 9 heures précises. Après le dîner, les invités s'attardèrent dans le salon,
finissant leur café ou buvant un dernier verre de sherry. Poirot discutait tranquillement avec Lord Wetherby, qui, malgré ses manières courtoises, semblait nerveux. Ses doigts s'agitaient sur le pied de son verre et il jetait plusieurs coups d'œil vers la porte. « Ce n'est pas tous les soirs qu'on reçoit un artiste d'un tel calibre, » dit-il en attirant mon regard. « Et Signorina Ferranti, elle peut être, comment dire, perfectionniste. Malgré tout, j'espère que tout se passera bien. » Lady Wetherby entra alors, traversant la pièce avec un calme qui me rappela un chat traversant une corniche étroite. Elle s'était changée pour la représentation, revêtant une robe de satin vert pâle, ses cheveux coiffés en une coiffure complexe qui avait dû lui prendre près d'une heure. Elle exhalait un léger parfum, non pas le parfum lourd et enivrant qu'Isabella affectionnait, mais quelque chose de plus léger, avec une pointe d'agrumes. « On commence, Alastair ?» demanda-t-elle. « Les invités sont prêts. » La salle de musique était déjà à moitié pleine à notre arrivée. C'était une belle pièce, avec une petite estrade à une extrémité, sur laquelle un piano à queue rutilant était prêt. Des rangées de chaises avaient été disposées pour les invités, et l'espace était éclairé par plusieurs grandes lampes et la douce lueur des appliques murales. Le parfum des lys était plus intense ici. De grandes gerbes de lys trônaient dans de hauts vases bordant la scène, leurs pétales blancs se détachant sur l'ombre. Sir Charles Braithwaite était déjà installé près du piano, feuilletant le programme avec l'air familier d'un metteur en scène. Harcourt était assis au premier rang, adossé à son fauteuil, l'air à mi-chemin entre l'ennui et le défi. Le docteur Keane occupait un siège près de l'allée, un petit carnet en poche qu'il consultait de temps à autre. Poirot et moi avons pris place au deuxième rang, offrant une excellente vue sur la scène et une grande partie du public. De ce point de vue, je pouvais observer sans en avoir l'air, une compétence que j'avais acquise au cours de mes années à accompagner Poirot, même si j'avoue ne jamais avoir eu son talent, pour tirer des conclusions de telles observations. Il était quelques minutes après 9 heures, quand Isabella Ferranti apparut. Son entrée était tout à fait conforme à ce qu'on pouvait attendre d'une star internationale. Elle portait une robe de velours rouge vin profond, dont le tissu reflétait la lumière à chaque mouvement. Autour de ses épaules se trouvait une étole d'hermine blanche, qu'elle écarta d'un geste fluide en atteignant le centre de la scène. Ses cheveux noirs étaient la coiffés en une couronne de tresses, et un rubis unique et remarquable brillait au niveau de son cou. Les applaudissements furent immédiats et généreux. Isabella les accueillit d'un élégant signe de tête, puis se tourna vers l'accompagnateur, un jeune homme que je ne connaissais pas, et après un bref échange, le spectacle commença. Sa voix était extraordinaire. Non seulement puissante, même si elle emplissait la pièce avec aisance, elle était aussi d'une maîtrise exquise, capable de reproduire le plus léger murmure, ou la clarté pure et sonore d'une note aiguë, tenue juste assez longtemps pour vous faire perdre le cœur. Même ceux qui s'étaient montrés froids envers elle plus tôt dans la journée semblaient captivés, leurs expressions s'adoucissant à mesure qu'ils l'écoutaient. Le programme était varié, un air de la Traviata, un ensemble de mélodies italiennes, une chanson française et une pièce dramatique de Toscane chacune, étaient prononcées avec une conviction absolue. Entre chaque numéro, Isabella souriait, acceptait les applaudissements et, une ou deux fois, s'adressait au public par une brève et charmante remarque dans son anglais légèrement accentué. Pourtant, je remarquai qu'elle semblait, par moments, jeter un coup d'œil vers le fond de la salle, plus précisément vers Lady Wetherby. Ce n'était qu'un bref éclair, mais il y avait quelque chose que je ne parvenais pas à interpréter. De l'appréhension peut-être, ou du manque de volonté. Lady Wetherby, quant à elle, lui rendait son regard avec un calme impénétrable. Le dernier morceau du programme était, comme Sir Charles l'avait annoncé plus tôt, Vici d'arte. Je connaissais peu l'opéra, mais la légère hésitation d'Isabella avant de commencer me suggérait que ce choix n'était pas le sien. Elle la chantait magnifiquement, bien sûr, mais l'émotion dans sa voix était différente. Il y avait une tension qui rendait l'interprétation d'autant plus émouvante,
mais qui me laissait la curieuse sensation d'avoir eu la chance d'entrevoir quelque chose d'inattendu. La dernière note s'éteignit, et la salle éclata en applaudissements. Isabella s'inclina une fois, deux fois, puis une troisième fois, acceptant l'ovation avec un sourire presque las. Puis, inclinant une dernière fois la tête, elle se retourna et quitta la scène. Je pensais qu'elle reviendrait pour un rappel, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, le public commença à se lever. Le murmure des conversations s'amplifia tandis que les chaises étaient repoussées et que les gens se dirigeaient vers le salon, où le dîner les attendait. Poirot resta assis un moment de plus, le regard fixé sur la scène désormais vide. « Une performance remarquable, Hastings, » dit-il enfin. « Et pourtant, n'avez-vous pas senti quelque chose d'inhabituel ?» Elle n'avait pas l'air entièrement satisfaite du dernier air, ai-je admis. Mais c'est sûrement simplement la fierté d'une artiste pour ses propres choix. « Peut-être, » dit Poirot, « ou peut-être est-ce le signe de quelque chose de plus, de quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique. » Nous avons suivi les autres dans le salon. Le dîner était raffiné, charcuterie, sandwichs délicats, petites pâtisseries et champagne servis dans de hautes flûtes en cristal. Isabella était introuvable. Je supposais qu'elle se reposait de ses efforts, mais je remarquai que sa femme de chambre, Clara, s'était glissée brièvement dans la pièce, avait parlé à voix basse à Lady Wetherby, puis était repartie. La compagnie était plutôt animée, même si je ne parvenais pas à me défaire d'une légère inquiétude. Les conversations semblaient se fragmenter en échanges plus restreints et plus mesurés. Harcourt buvait sans broncher, jetant de temps à autre un coup d'œil vers la porte. Sir Charles savourait le succès de la soirée, racontant une anecdote de son séjour milanais à un groupe d'invités admiratifs. Poirot circulait discrètement, échangeant des plaisanteries, mais je le voyais bien, il écoutait bien plus qu'il ne parlait. À un moment, il examina le programme posé sur une table basse, ses doigts s'attardant sur la liste imprimée des pièces. 1 heure plus tard environ, Lord Wetherby entra, l'air grave. Il s'adressa doucement à Lady Wetherby, qui s'excusa aussitôt et quitta la pièce. Les yeux de Poirot se plissèrent imperceptiblement. Je me levai pour demander à notre hôte si tout allait bien, mais avant que je puisse le faire, le docteur Keane apparut sur le seuil. Son visage était pâle, sa voix posée mais ferme. « Je dois solliciter l'attention de tous. Madame Ferranti est tombée malade. Elle est dans sa loge et je crois qu'il est préférable que la soirée se termine ici. » Un frisson d'inquiétude parcourut les invités. Des questions se posèrent. S'était-elle évanouie? Était-ce grave? Mais le docteur Keane ne donna aucun détail. Le dîner fut rapidement interrompu, les invités regagnant leur chambre sous le regard attentif du majordome. Poirot et moi retournâmes à nos quartiers. Le vent s'était levé, et la maison semblait grincer et soupirer tandis que le silence s'installait. J'étais à moitié en train de dénouer ma cravate quand on frappa à la porte. C'était Lord Wetherby, le visage tiré. « Monsieur Poirot, » dit-il doucement, « je crains qu'il ne s'agisse pas seulement d'une indisposition passagère. Voulez-vous venir ?» Poirot échangea un regard avec moi, un regard que je lui avais déjà vu à maintes reprises. C'était le regard qu'il arborait lorsque le monde changeait, lorsque l'ordinaire cédait la place à l'extraordinaire. « Bien sûr, Lord Wetherby, » dit-il, « montrez-nous la voie. » Et ainsi, sans un mot de plus, nous l'avons suivi dans le couloir sombre en direction de la salle de musique et de tout ce qui nous attendait au-delà. Chapitre 4. L'effondrement soudain. Le couloir menant à la salle de musique était faiblement éclairé, les appliques projetant de longues ombres qui ondulaient faiblement sous le vent qui soufflait sur la vieille maison. Lord Wetherby avançait rapidement devant nous, sa longue silhouette légèrement voûtée, comme accablé par le poids de ce qu'il avait à dire, ou peut-être par ce qu'il craignait que nous allions voir. Poirot, à côté de moi, était parfaitement calme, ses jambes courtes suivant un rythme vif et précis. Moi, en revanche, je ressentais une gêne à l'estomac. On ne s'attend pas à ce qu'une tragédie s'immisce si soudainement dans la chaleur d'une réunion à la campagne, et rien dans l'atmosphère de la soirée précédente, si ce n'est une certaine tension indéfinissable, ne m'avait préparé à l'éventualité d'un réel danger.
Nous avons dépassé la porte de la salle de musique et emprunté un passage plus étroit, où la moquette étouffait nos pas. L'air était plus frais, teinté du léger parfum de lys du concert précédent, mêlé à quelque chose d'autre, âcre, métallique. Cette odeur m'a immédiatement rappelé certains services médicaux que j'avais visités pendant la guerre. Enfin, Lord Wetherby s'arrêta devant une porte à panneaux. « Elle est à l'intérieur », dit-il doucement. Le docteur Keane est avec elle. Il ouvrit la porte et nous entrâmes dans un petit et élégant dressing. Le feu dans la cheminée brûlait faiblement, ne projetant qu'une faible lueur rougeâtre. Un grand miroir sur pied reflétait la scène avec une clarté cruelle. Isabella Ferranti était allongée dans un fauteuil à haut dossier, la tête brune affaissée contre les coussins, un bras pendant mollement le long du corps. Sa robe du soir, ce velours rouge lit de vin éclatant, paraissait presque noir dans la faible lumière. Le docteur Keane était agenouillé à côté d'elle, un stéthoscope pressé contre sa poitrine. Il leva les yeux à notre entrée, l'air sombre. « Ça ne sert à rien, » dit-il. Elle est partie. Pendant un instant, je ne pus que la fixer, refusant d'y croire. Isabella Ferranti, dont la voix emplissait la salle de musique à peine une heure auparavant, dont la présence semblait si vive, si indéniable, pouvait-elle vraiment être sans vie maintenant, une silhouette silencieuse sur une chaise? Poirot s'avança, le visage calme, mais le regard inhabituellement brillant. Il resta un instant immobile, la regardant, puis jeta un coup d'œil au docteur Keane. « Vous en êtes certain, mon docteur ?» Keane hocha la tête. « J'ai tout essayé dans ces circonstances. Elle s'est effondrée peu après s'être retirée ici. Quand Clara, sa femme de chambre, l'a trouvée, elle avait déjà du mal à respirer. Je suis venu tout de suite, mais... » Il écarta les mains dans un geste de désespoir. « Est-ce qu'il y a eu de la douleur ?» demanda doucement Poirot. « Un spasme, oui, une sorte d'étouffement. Je soupçonne une forme de poison, mais je ne peux évidemment pas le confirmer sans un examen approfondi. » Lord Wetherby laissa échapper une faible exclamation. « Du poison ? Mon cher docteur, vous ne voulez sûrement pas dire. » Keane l'interrompit avec une fermeté professionnelle. « Ce n'est qu'un soupçon, monseigneur, mais son évanouissement soudain, son essoufflement rapide, la teinte bleutée de ses lèvres, tout cela n'est pas habituel lors d'un simple évanouissement ou d'une insuffisance cardiaque. » Poirot se pencha sur le corps, ses mains prudentes, presque respectueuses, examinant son visage. Il toucha le bord du collier de rubis qu'elle portait encore, puis examina le bout de ses doigts. « Pas d'ongles cassés, aucune trace de lutte, » murmura-t-il. Et pourtant... Il se redressa brusquement et regarda vers une petite table d'appoint. Là, au milieu d'un amas de partitions d'opéra et d'un mouchoir en soie, se trouvait un flacon de parfum, ou plutôt, ce qu'il en restait. Le verre était brisé, le bouchon manquant, et quelques gouttes de liquide brillaient sur le bois poli. Le parfum était lourd et sucré, mais sous-jacent subsistait une note âcre et subtile qui me serrait la gorge. « Clara !» dit soudain Poirot. La servante, qui se tenait près de la porte, les mains jointes, sursauta en entendant son nom. « Oui, monsieur ? C'est toi qui l'as trouvée, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur. Après la représentation, elle a dit qu'elle avait mal à la tête et qu'elle voulait se reposer. Je l'ai aidée à changer de chaussures, puis je suis allé chercher son châle dans la salle de musique. À mon retour, elle était... Sa voix se brisa. Poirot hocha la tête avec sympathie. « Tu as vu le flacon de parfum comme ça ?»« Non, monsieur. Il était sur la table, mais entier. Elle avait dit qu'elle en voulait un peu avant le souper. Je ne suis parti qu'une minute ou deux. Est-ce que quelqu'un d'autre est entré dans cette pièce pendant votre absence ?»« Je ne sais pas, monsieur. La porte n'était pas fermée à clé. » Poirot échangea un regard avec le docteur Keane. Le liquide aurait-il pu être empoisonné ? « C'est possible, » a déclaré Keane. « Si le cyanure, par exemple, était dissous dans une base parfumée, l'odeur pourrait le masquer en partie. L'inhalation serait déjà dangereuse. L'ingestion,
Ou le contact avec les muqueuses le serait encore plus. Lord Wetherby émit un cri de détresse. « Mais qui... Pourquoi ?» Poirot leva une petite main ferme. « Monseigneur, l'heure est au calme. Cette affaire doit être abordée avec méthode et ordre. D'abord, nous devons veiller à ce que personne ne quitte la maison. » Lord Wetherby hésita, puis hocha la tête. « Je vais faire verrouiller les portes. » « Par ailleurs, » ajouta Poirot, « il faut immédiatement prévenir la police locale. Je crois que l'inspecteur Graves est le responsable ici. Il devrait arriver au plus vite. » « Oui, oui, bien sûr. » Poirot se tourna vers moi. « Hastings, vous accompagnerez Lord Wetherby. Assurez-vous que l'appel téléphonique soit passé sans délai. » J'obéis, même si mon esprit était encore en ébullition. Les événements de la soirée semblaient avoir basculé d'un seul coup, irrémédiablement, de la musique et des conversations polies à la mort et à la suspicion. Quand je suis revenu au vestiaire quelques minutes plus tard, Poirot était seul avec le corps d'Isabella. Accroupi près de la grille basse, il examinait les cendres. En me voyant, il se leva et effleura une tache invisible de sa manche. « Il y a eu du papier brûlé ici récemment, » dit-il doucement. « Pas beaucoup, mais suffisamment pour suggérer une certaine hâte. Et pourtant les braises sont presque froides. Curieux, non? Qu'est-ce que ça aurait pu être? Ça, Hastings, nous l'ignorons encore, mais peut-être que son contenu était plus dangereux que l'incendie lui-même. » Avant que je puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir et l'inspecteur Graves entra. C'était un homme grand et anguleux, vêtu d'un simple pardessus, dont le regard direct parcourut la pièce en un instant. « Bonsoir, messieurs, » dit-il vivement. « Il paraît que nous avons affaire à une mort subite. Le docteur Keane dit qu'il pourrait s'agir d'un empoisonnement. » Poirot inclina la tête. « C'est possible, oui. Il y a beaucoup de choses ici qui sont irrégulières. » Graves s'approcha du corps et l'inspecta brièvement. « Bon, il faut l'emmener à la morgue pour un examen approfondi. En attendant, personne ne part, et je veux parler à chaque invité. » La moustache de Poirot tressaillit légèrement. « Naturellement. Et peut-être, avant de commencer les questions, me permettrez-vous de vous donner un petit conseil ?» Graves le regarda. « Vas-y. Dans des cas comme celui-ci, les apparences sont souvent trompeuses. Un geste, une parole, un détail apparemment insignifiant. Tels sont les fils qui, réunis, révèlent toute la tapisserie. Soyez attentifs. » Graves hocha brièvement la tête. « C'est noté. Je m'occuperai de mes hommes. » Une fois parti, Poirot jeta un dernier coup d'œil à la silhouette immobile d'Isabella. « Le rideau est tombé pour elle, mon ami, » dit-il doucement. « Mais la pièce est loin d'être terminée. Et maintenant, les petites cellules grises doivent prendre place en coulisses. » Je ne pus m'empêcher de frissonner, car malgré le vent hurlant dehors et le froid glacial de la vieille maison, je savais que ce n'était pas le temps qui m'inquiétait, mais la certitude que quelque part entre ces murs, le meurtrier attendait. Chapitre 5. L'arrivée de la police. Le reste de la nuit sembla se dérouler dans une étrange pénombre, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Les rires et la musique de tout à l'heure s'étaient complètement estompés, ne laissant place qu'au léger craquement des vieilles poutres et au soupir du vent dans les cheminées. L'inspecteur Graves ne tarda pas à revenir, flanqué de 2 agents en uniforme qui se déplaçaient avec une efficacité discrète. Lord Wetherby, visiblement tendu, les conduisit dans la bibliothèque, manifestement choisie comme centre des opérations. Le grand bureau en acajou était prêt pour la prise de notes, et les grands fauteuils en cuir étaient disposés face à lui. Graves nous fit signe, à Poirot et moi, de le rejoindre d'un air vif mais sans amertume. « Je vais devoir parler à toutes les personnes présentes au hall ce soir, » dit-il. « Une par une, s'il vous plaît, et personne ne sort. Les routes sont quasiment impraticables avec ce temps, donc ça ne devrait pas poser de problème. J'ai déjà envoyé un homme à Averscombe pour le médecin légiste. En attendant, je veux avoir une vue d'ensemble précise des déplacements de chacun. » Poirot inclina gravement la tête. « Excellent plan, inspecteur. Si vous me le permettez, j'aimerais écouter ces entretiens. Il y a des détails, des petits détails, qui échappent souvent même aux questions les plus approfondies. » Graves esquissa un léger sourire.
J'ai entendu parler de vos méthodes, monsieur Poirot. Vous êtes le bienvenu. Mais c'est moi qui pose les questions pour l'instant. La première appelée fut Clara Simmons, la femme de chambre d'Isabella Ferranti. Elle entra d'un pas hésitant, comme quelqu'un qui aurait volontiers été ailleurs. Ses mains pâles tordaient le bord de son tablier tandis qu'elle faisait son récit. Après la représentation, commença-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, Signorina Ferranti a dit qu'elle avait mal à la tête et qu'elle voulait se reposer avant le dîner. Je l'ai aidée à changer de chaussures et à aller chercher son châle. Elle m'a demandé son parfum, celui de Paris. Alors je le lui ai donné sur la coiffeuse. Puis je suis allé chercher un verre d'eau fraîche. « Tu l'as laissée seule ?» demanda Graves. « Oui, monsieur. Seulement 1 minute ou 2. À mon retour, elle respirait bizarrement et son visage était devenu bizarre. J'ai couru chercher le docteur Keane. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Mademoiselle, quand vous lui avez donné le flacon de parfum, il était entier ? » « Pas cassé ? » ?»« Oui, monsieur, il était entier. » « Avez-vous remarqué quelqu'un près de la porte ou dans le couloir lorsque vous êtes parti ? » Clara secoua la tête. « Non, monsieur. Mais j'étais pressé. » Après son départ, ce fut au tour de Lady Wetherby. Elle entra avec un calme absolu, sa robe verte toujours impeccable. Elle prit place face à l'inspecteur, les mains jointes sur ses genoux. « Lady Wetherby, » commença Graves, « pourriez-vous me dire où vous étiez pendant l'entracte entre la fin de la représentation et le moment où le docteur Keane a été appelé ? » « Je suis resté quelques minutes dans le salon de musique, à discuter avec quelques invités, » répondit-elle d'un ton neutre. « Puis je suis allé au salon, où je suis resté jusqu'à ce que j'apprenne qu'Isabella était tombée malade. » Le regard de Poirot se posa sur elle avec un intérêt poli. « Tu n'es pas allé près de sa loge ? » ?»« Certainement pas. » Son ton était froid, presque dédaigneux. « Avez-vous remarqué quelqu'un qui l'a fait ? » Elle hésita. « J'ai cru voir M. Harcourt quitter la salle de musique juste après les applaudissements, mais j'ai supposé qu'il allait chercher à boire. » Graves en prit note, le visage indéchiffrable. « Merci, Lady Wetherby. » Sir Charles Braithwaite le suivit. Il s'assit lourdement, s'adossant au dossier, les jambes étendues devant lui. « Quelle affaire bestiale !» dit-il aussitôt. « Cette femme avait une voix d'ange, et maintenant, eh bien vous voilà. » « Tu étais dans la salle de musique tout le temps après la représentation ?» demanda Graves. « Oui, oui. J'ai discuté de l'acoustique avec Lord Wetherby, puis avec l'accompagnateur. Je suis au théâtre depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose cloche en coulisses, mais il n'y avait aucun signe de problème jusqu'à l'arrivée de Clara. » Poirot intervint avec douceur. « Sir Charles, le choix de l'air final, c'était vous, je crois. » C'était vrai. Elle n'en voulait pas. Elle disait que c'était trop. Mais j'ai insisté. Pour le bien du public. Il y eut une légère lueur dans l'expression de Poirot, mais il ne dit rien de plus. Édouard Harcourt entra avec une certaine énergie défensive, comme s'il se préparait à une attaque. Il était assis, le dos droit, les bras croisés, le regard fixé sur un point au-delà de l'inspecteur. « Monsieur Harcourt, » commença Graves, « Lady Wetherby croit vous avoir vu quitter la salle de musique juste après la représentation. Est-ce exact ? » « Je suis sorti fumer une cigarette, » répondit sèchement Harcourt. L'air était étouffant. « Où es-tu allé exactement ? » ?»« Juste devant la porte latérale, près du jardin. J'ai fumé une cigarette rapidement, puis je suis rentré. » Poirot pencha la tête. « Avez-vous vu quelqu'un dans le couloir menant au vestiaire ? » ?»« Non. Pourquoi devrais-je le faire ? » ?»« Parce que, » dit doucement Poirot, « cela expliquerait certaines marques dans la neige juste devant la porte latérale. 2 séries d'empreintes de pas, proches l'une de l'autre, menant de cette porte vers l'aile est, où se trouvent les vestiaires. Le front d'Harcourt s'assombrit. Alors, il n'était pas à moi. Je suis allé dans l'autre sens, vers l'avant de la maison. Graves lui lança un long regard, mais continua son chemin. Le docteur Keane fut le dernier témoin immédiat. Son attitude était vive et professionnelle. Il répéta une grande partie de ce qu'il nous avait dit plus tôt. La convocation de Clara, la respiration laborieuse d'Isabella, ses soupçons d'empoisonnement. Mais lorsque Poirot lui demanda s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans la pièce,
Outre le flacon de parfum brisé, il marqua un temps d'arrêt. Il y avait une odeur étrange, admit-il. Pas seulement le parfum, mais quelque chose d'amer, comme des amandes. C'était léger, mais c'était là. Du cyanure, murmura Poirot, l'odeur classique. Grave referma son carnet d'un coup sec. Ça suffira pour ce soir. Je ferai interroger les autres invités demain matin. Lorsque nous sommes sortis dans le couloir, Poirot est resté silencieux quelques instants. Finalement, il a dit « Vous avez remarqué, Hastings, que chacun ici a rendu compte de ses déplacements. Et pourtant, il y a de petits moments où personne ne les voit, où personne ne les entend, où une opportunité pourrait se présenter. Tu penses que quelqu'un s'est glissé dans le vestiaire pendant un de ces intervalles ?» Poirot hocha légèrement la tête, satisfait. « Exactement. Mais nous ne devons pas encore décider qui. Pour l'instant, nous rassemblons les fils et attendons. La nuit était loin d'être finie. J'entendais le murmure des voix venant du salon tandis que nous passions, et le martèlement lointain et incessant de la mer au-delà des falaises. Quelque part au-dessus, une porte se referma doucement. Un silence gêné sembla s'installer dans la maison. En arrivant dans ma chambre, Poirot s'arrêta devant sa porte. « Souviens-toi, Hastings, dit-il doucement. Dans un tel cas, la question n'est pas seulement Holmes aurait pu le faire, mais pourquoi maintenant ? Le meurtre ne surgit pas de nulle part. Il mûrit, comme un fruit, et est cueilli au moment précis où la main ose le faire. C'était une pensée qui m'est restée en tête alors que j'étais éveillé, écoutant le vent et me demandant lequel de nos compagnons de voyage avait décidé que ce soir, de toutes les nuits, était le moment de tuer. Chapitre 6. L'indice du parfum. La matinée qui suivit fut maussade. La neige avait cessé au petit matin, mais un épais givre s'accrochait à chaque branche et à chaque vitre, et le ciel pâle au-dessus de la mer avait la couleur de l'étain terni. De ma fenêtre, je voyais les vagues blanches se briser au pied des falaises, la marée montant avec une force implacable. La maison était silencieuse, trop silencieuse pour un rassemblement de cette taille. Même dans le silence de la vie à la campagne, on perçoit généralement un bruit de mouvement. Une porte qui se ferme quelque part, le léger tintement de la porcelaine dans la cuisine. Mais ce matin-là, on sentait un effort collectif pour marcher doucement, comme si le bruit lui-même pouvait perturber ce calme précaire. J'ai trouvé Poirot déjà habillé et impeccable, sirotant un chocolat chaud dans le petit salon attenant à nos chambres. Son plateau de petit déjeuner, parfaitement disposé, était intact, à l'exception d'un croissant. « Vous êtes en retard, Hastings, » observa-t-il en jetant un coup d'œil à l'horloge. « Signe, peut-être, que les événements de la nuit dernière ont perturbé votre sommeil ? » « Je n'ai pas beaucoup dormi, ai-je admis. Je la voyais sans cesse, Isabella, assise sur cette chaise. Elle semblait si vivante quelques minutes auparavant. » L'expression de Poirot s'adoucit un instant. « Oui, mon ami, c'est toujours un choc quand le rideau tombe sur une vie de façon inattendue. Mais il faut mettre de côté les sentiments. Il y a du travail à faire. » « Quelle était notre première étape ?» demandai-je en m'asseyant en face de lui. Il tapota l'anse de sa tasse. « Retournons sur les lieux. L'inspecteur Graves m'a autorisé à inspecter le vestiaire avant l'arrivée de ces hommes du laboratoire du comté. Je souhaite revoir ce flacon de parfum et peut-être trouver ce que les autres ont manqué. » Nous traversâmes les lestes pour rejoindre la loge. Le feu avait été rallumé et l'air était plus chaud que prévu, même si une légère odeur d'amande amère persistait, tenacement accrochée aux meubles. Les restes du flacon gisaient là où ils avaient été déposés, sur une nappe pliée posée sur la table d'appoint. Les fragments de verre étaient d'une teinte ambrée pâle, celle des parfums de luxe, et l'étiquette, un délicat ovale crème aux lettres dorées, portait l'inscription « Parfum d'Orient, Paris ». Poirot enfila une paire de gants fins et commença à examiner les fragments avec un soin méticuleux, retournant chacun d'eux entre le pouce et l'index. « Remarquez, Hastings, dit-il, que la cassure est nette par endroits, irrégulière par ailleurs. Cela indique qu'elle n'est pas tombée d'une grande hauteur, mais plutôt qu'elle a été heurtée violemment, peut-être contre le bord de cette table. Pour l'ouvrir rapidement,
ai-je suggéré. Juste comme ça. Le bouchon a disparu. C'est curieux. Si la bouteille avait été brisée lors d'une chute, on s'attendrait à retrouver le bouchon parmi les tessons. Pourtant, il n'est pas là. Il s'accroupit pour regarder sous la table, puis se dirigea vers la coiffeuse, ouvrant chaque tiroir tour à tour. Dans le second, il trouva un petit morceau de coton légèrement humide. « Mon ami, dit-il en me le tendant, c'est très intéressant. Un fragment comme celui-ci pourrait servir à se parfumer, ou, si on le souhaitait, à tamponner un liquide sur une surface sans en renverser trop. »« Du poison ? » demandai-je. « C'est possible. Mais regardez ici, il n'y a aucune trace de couleur, aucune tache visible. Laissons le chimiste en juger. » Poirot s'approcha de la cheminée et examina à nouveau les cendres. Elles avaient été dérangées depuis la nuit précédente, probablement par le domestique qui avait allumé le nouveau feu, mais près du fond, il trouva un morceau de papier carbonisé. Il le souleva délicatement avec un crayon. Il ne restait qu'un bout de phrase, écrit d'une élégante écriture inclinée. Au hangar à bateau après. Le reste fut perdu dans les flammes. Un rendez-vous, murmura Poirot. On se demande s'il a été tenu. Pensez-vous que cela soit lié au meurtre ? Il haussa légèrement les épaules. Dans le théâtre du crime, Hastings, il n'y a pas de coïncidence, seulement des détails encore méconnus. Nous fûmes interrompus par l'arrivée de l'inspecteur Graves. Il entra d'un pas vif, un carnet à la main. « Bonjour, messieurs. Je vois que vous y êtes déjà. » Poirot inclina la tête. « Je ne fais qu'observer, inspecteur. Le flacon de parfum, c'est un indice important. » Graves examina les fragments. « Le docteur Keane a raison, ça sent mauvais. Pas seulement le parfum. J'ai envoyé un échantillon au labo. S'il y a du cyanure dedans, on le saura demain. »« Tu crois que le poison était dans le parfum depuis le début ?» demandai-je. Graves secoua la tête. « Peu probable. Clara dit avoir vu le flacon intact juste avant qu'Isabella ne l'utilise. Si quelqu'un l'avait trafiqué plus tôt, l'odeur aurait changé, et elle l'aurait remarqué. Alors la substitution ou la contamination a dû se produire pendant ces quelques minutes où elle était seule, » dit Poirot. C'était court, mais suffisant si l'occasion était préparée. Nous avons discuté de la question plus en détail, Graves notant attentivement les débris brûlés de la grille. Il semblait moins intéressé que Poirot, mais accepta de les faire examiner. En fin de matinée, l'interrogatoire officiel reprit. Graves convoqua les invités restants un par un. Lord Wetherby était digne, quoique visiblement bouleversé. Il affirma avoir passé toute la soirée avec Sir Charles dans la salle de musique. L'accompagnateur, un jeune homme nommé Lawrence Peters, confirma ce fait, ajoutant qu'il était parti immédiatement après pour prendre le dernier train pour Londres, un projet contrarié par la tempête de neige, le laissant bloqué au hall. Une remarque curieuse surgit lorsque Graves parla au majordome. L'homme se souvint que Lady Wetherby avait brièvement quitté le salon pendant le dîner, prétextant avoir oublié ses gants. Il l'avait vue revenir 5 minutes plus tard, mais ne pouvait dire où elle était restée entre-temps. Quand on en parla plus tard à Poirot, il émit un de ses petits grognements. 5 minutes, c'est une éternité, Hastings, quand on a déjà décidé ce qu'il fallait faire. Après le déjeuner, Poirot et moi sommes allés nous promener sur la terrasse surplombant la mer. L'air était glacial et le vent charriait des embruns salés des rochers en contrebas. Poirot avançait lentement, le regard fixé devant lui, les mains jointes dans le dos. La bouteille, le billet brûlé, le bouchon manquant. Chacun raconte une partie de l'histoire, a-t-il dit. Mais reste la question du mobile. Pourquoi tue-t-on ? L'amour, l'argent, la vengeance, parfois les trois à la fois. Tu penses que c'était personnel ? Il s'arrêta et me regarda fixement. Mon ami, prendre un tel risque, dans une maison pleine d'invités, avec la victime au fait de sa gloire. Oui, c'est personnel. Et celui qui l'a fait croyait que la nuit dernière était le seul moment possible. Nous sommes retournés vers la maison. À l'une des fenêtres du haut, un rideau bougeait légèrement, comme si quelqu'un nous avait observés. Mais quand j'ai regardé à nouveau, il était immobile. Alors que nous rentrions dans la chaleur de la salle, Poirot dit doucement : «
Nous sommes au milieu du deuxième acte, Hastings. Les acteurs connaissent leur texte. Le décor est planté. Bientôt, très bientôt, l'un d'eux faiblit, et nous entendrons la vérité. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil en haut de l'escalier, me demandant lequel de nos compagnons de voyage serait le premier à trébucher. Chapitre 7. Rivalité et secret. L'après-midi se passa dans une étrange suspension, comme si l'air même de Weatherby Hall s'était chargé du poids de pensées inexprimées. Les invités allaient et venaient, par deux ou trois, conversant à voix basse ou se retirant dans la solitude. Même les domestiques se déplaçaient plus silencieusement, leur efficacité habituelle teintée d'appréhension. Poirot, pour sa part, ne semblait pas affecté par la morosité. Ses yeux brillaient même plus que jamais. Il passa le début de l'après-midi à la bibliothèque, feuilletant des livres avec une apparente oisiveté. Pourtant, je savais par expérience que son esprit était tout sauf oisif. Peu après 15 heures, l'inspecteur Graves nous fit entrer dans le bureau. Le feu flambait haut dans la cheminée, projetant une douce lueur qui contrastait étrangement avec la gravité de l'affaire. Sur le bureau se trouvaient quelques objets, les fragments du flacon de parfum, le bout de notes brûlées, et une liasse soignée de déclarations manuscrites issues des entretiens du matin. J'ai parcouru tous les témoignages, commença Graves en tapotant les papiers, et certains éléments ne concordent pas. J'aimerais connaître votre avis, monsieur Poirot. Mais certainement, dit Poirot en s'asseyant, les jambes croisées. Commençons par les incohérences, d'accord ? Graves hocha la tête. D'abord Harcourt. Il dit être sorti fumer après la représentation. Mais on a 2 séries d'empreintes de pas depuis la porte latérale, en direction de l'aile est, où se trouvent les loges. Il insiste. Ce ne sont pas les siennes. Et pourtant, murmura Poirot, si ce n'est pas à lui, à qui sont-ils ? La neige était fraîche. Personne d'autre n'admet une telle promenade. Deuxièmement, poursuivit Graves, Lady Weatherby. Elle a quitté le salon pendant le dîner, soi-disant pour aller chercher ses gants. 5 minutes sans réponse, et son itinéraire l'aurait conduite au-delà du couloir est. La moustache de Poirot frémit. Une coïncidence des plus intrigantes. Et troisièmement, dit Graves, Sir Charles jure être resté dans la salle de musique jusqu'à l'arrivée de Clara, mais personne ne peut confirmer l'avoir vu pendant tout ce temps. Il aurait pu se faufiler par l'arrière sans prévenir. J'avais écouté attentivement, et je me suis alors risqué à dire « La question est sûrement le mobile. Pourquoi l'un d'eux voudrait-il tuer Isabella Ferranti ?» Graves écarta les mains. « C'est ce que j'espère obtenir ensuite. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Inspecteur, vous avez lu les récits, mais ils sont filtrés par ce que chacun souhaite nous faire croire. Maintenant, examinons les émotions sous-jacentes. Harcourt lui en veut, c'est évident. Lady Weatherby la considère avec froideur. Sir Charles insiste pour contrôler son répertoire. Chacun a ressenti l'aiguillon de sa volonté. « Vous pensez à une animosité personnelle ?» demanda Graves. « Peut-être, mais je soupçonne quelque chose de plus profond. Une question de cœur, de réputation ou d'argent. Ces choses-là peuvent vous pousser au-delà de la raison. » Graves s'excusa pour aller chercher du thé, nous laissant seuls, Poirot et moi, un instant. J'en profitai pour lui demander « Pensez-vous vraiment qu'ils soient tous les 3 capables de meurtre ?» « Mon cher Hastings, » répondit Poirot, « on ne juge pas ses compétences uniquement à ses manières. Un sourire peut cacher plus qu'un froncement de sourcils. Et n'oubliez pas, dans une maison comme celle-ci, les secrets sont aussi nombreux que les courants d'air. » Comme par magie, la porte s'ouvrit et Lady Weatherby entra, une lettre à la main. « Je vous demande pardon, messieurs. On m'a dit que l'inspecteur était là. »« Il reviendra tout à l'heure, madame, » dit Poirot en se levant. Elle hésita, puis s'avança dans la pièce. « Ceci vient de ma sœur à Londres. Je me demande si je pourrais partir demain. Cette atmosphère, c'est tout simplement insupportable. » Le regard de Poirot était doux, mais sa voix était ferme. « Hélas, madame, tant que l'affaire ne sera pas résolue, il est peu probable que la police autorise les départs. » Ses doigts se crispèrent légèrement sur la lettre. « Je vois. Dans ce cas, je devrais peut-être te dire quelque chose.
Ce n'est peut-être rien, mais hier soir, avant le récital, je suis passé devant la chambre d'Isabella et je l'ai entendu parler d'une voix assez sèche à quelqu'un. Je n'ai pas pu distinguer les mots, mais son ton était manifestement furieux. Vous n'avez pas vu la personne? Non. La porte était entr'ouverte, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne voulais pas être mêlé à une de ces disputes. Après son départ, Poirot m'a lancé un regard significatif. Tu vois, Hastings, même sa demande de partir est révélatrice. Elle ressent la pression. Plus tard, nous avons trouvé Harcourt dans la salle de billard, tapant sa queue avec une vigueur excessive. Il nous a salués sèchement et n'a pas cherché à dissimuler son irritation. « Je suppose que vous êtes venu pour poser d'autres questions, dit-il, comme tout le monde. » Poirot sourit doucement. « Juste pour passer le temps, monsieur, et peut-être pour connaître votre avis sur l'émission d'hier soir. » Les yeux d'Harcourt lancèrent des éclairs. Cet air final, c'était une erreur. Elle le savait, je le savais. Mais Sir Charles l'a forcé à le faire, comme toujours. Est-ce qu'elle cédait souvent à ses exigences? Harcourt eut un petit rire. Céder? Isabella ne cédait jamais, sauf si elle le voulait. C'est ce qui la rendait si exaspérante et si brillante. En quittant la pièce, Poirot murmura « De l'amertume, Hastings, mais aussi de l'admiration. Une combinaison dangereuse. » Notre dernière visite cet après-midi-là fut pour Sir Charles lui-même. Nous le trouvâmes dans le fumoir, penché sur un carnet rempli d'annotations musicales. Il leva les yeux avec une pointe d'impatience. « Si c'est encore une fois à propos de la police… » « Il s'agit du passé, monsieur, » dit Poirot d'une voix doucereuse. « Le vôtre et celui de mademoiselle Ferranti. Vous la connaissiez avant qu'elle ne devienne célèbre ?» Le visage de Sir Charles s'adoucit légèrement. « Je l'ai découverte, vous savez. Elle chantait dans une troupe provinciale à Naples. Je l'ai amenée à Londres. Je l'ai formée. Je l'ai promue. Sans moi, elle n'aurait rien été. Et pourtant, dit Poirot, ces derniers temps, il y a eu de l'éloignement. » Sir Charles referma le carnet d'un coup sec. Elle est devenue indépendante, trop indépendante. Elle pensait en savoir plus que l'homme qui avait fait sa carrière. En revenant dans le couloir, j'ai dit « Eh bien, ils se sont tous disputés avec elle, c'est sûr. Mais ce n'est pas vraiment une preuve de meurtre. » Poirot répondit presque à lui-même. « Des disputes, oui. Mais parfois, Hastings, une dispute n'est que la vague superficielle d'un courant. Bien plus profond. » Ce soir-là, l'atmosphère du dîner était à la civilité tendue. Les conversations vacillaient, les regards se croisaient et se détournaient, et même l'argenterie semblait teinter plus doucement que d'habitude. Poirot parlait peu, observant chaque visage tour à tour. Je le surpris à examiner la disposition des tables avec une attention particulière. Qui était à côté de qui évitait le regard de qui. Ensuite, dans le calme de notre salon, il se versa une petite tisane et dit « Les rivalités sont évidentes. Il nous faut maintenant découvrir les secrets qu'elles recèlent, car c'est ce secret, Hastings, qui nous révélera pourquoi Isabella Ferranti a dû mourir. » Dehors, la mer rugissait contre les falaises, et le vent trouvait chaque fissure dans la vieille pierre. À l'intérieur, la toile se resserrait, et Poirot, avec une patience infinie, en rapprochait les fils. Chapitre 8. La note du hangar à bateau. Le lendemain matin, un ciel couvert de nuages bas et meurtris, et un vent violent qui faisait trembler les vieilles fenêtres de Wetherby Hall s'installèrent. À mon réveil, je trouvais Poirot déjà habillé, occupé à épousseter délicatement une tache imaginaire sur le revers de son costume parfaitement repassé. « Bon, » dit-il à mon arrivée, « aujourd'hui, Hastings, nous avançons. Le moment est venu de tirer un peu sur certains fils. »« Des fils ?» demandai-je en me frottant les yeux. « Oui, mon ami. La toile est tissée. Il faut voir quels fils sont solides et lesquels se briseront. » C'est après le petit déjeuner que l'inspecteur Graves arriva à la bibliothèque avec des nouvelles. Ces hommes étaient revenus du laboratoire avec une première découverte. Les résidus du flacon de parfum brisé avaient été testés positifs au cyanure. « Au moins, ça règle le problème, » dit Graves d'un ton sombre. « C'était du poison. »
Poirot inclina la tête comme si le résultat était inévitable. « Et le mot de la cheminée, inspecteur ?» Graves sortit une petite enveloppe. « Nous avons réussi à récupérer plus que prévu. Il y a un autre fragment, retrouvé dans les balayures près de l'âtre. Il semble provenir de la même feuille. On peut y lire. Retrouve-moi au hangar à bateau après la représentation. Seul. Pas de signature. » J'ai senti un picotement dans la nuque. « Tu crois qu'Isabella devait rencontrer quelqu'un ce soir-là » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ce n'est pas un simple mot, Hastings. C'est un rendez-vous avec le destin. Si elle était partie, et c'est peut-être le cas, alors il faut se demander qui a souhaité la voir en privé et pourquoi. » Graves regarda Poirot puis moi. « Le hangar à bateau est à l'autre bout du domaine, près de la crique. Fermé à clé à cette époque de l'année, mais la clé est accrochée dans la salle des armes. Je vais y jeter un œil tout de suite. »« Je t'accompagnerai, » dit aussitôt Poirot. Nous avons suivi tous les trois le sentier durci par le gel qui menait au bord de la falaise. Le terrain du manoir descendait abruptement vers la mer, l'herbe cassante sous les pieds. Au-delà d'un bosquet de pins courbé par le vent, le hangar à bateau apparut. Une structure en pierre patinée par le temps, au toit bas et aux doubles portes donnant sur la crique. L'eau y était plus calme qu'au pied de la falaise, mais la houle s'écrasait toujours contre la jetée avec un bruit sourd. Graves ouvrit les portes, et une lourde odeur de bois humide et d'air salin nous accueillit. À l'intérieur, l'endroit était sombre et encombré. 2 petites barques renversées, un râtelier de rames, des rouleaux de cordes, une ancre rouillée dans un coin. Une épaisse couche de poussière recouvrait la plupart des surfaces, seulement troublée par les empreintes de pattes d'un petit animal. Aucun signe d'utilisation récente, a déclaré Graves en scrutant le sol. Poirot se déplaçait lentement dans l'espace, son regard scrutant chaque détail. Près du fond, il s'arrêta et s'agenouilla pour examiner une légère trace dans la poussière. « Regardez, » dit-il doucement. 2 séries d'empreintes de pas, une entrée, une sortie, et elles sont récentes, malgré la poussière. Elles passent l'une près de l'autre comme si 2 personnes se tenaient là, en train de discuter. Graves le rejoignit. Des bottes, à ce qu'il paraît. Pas le genre de chaussures qu'une dame porterait. Poirot se redressa et brossa ses gants. Ou peut-être une dame venue préparer pour une promenade hivernale, Hastings. On ne peut pas encore le savoir. Nous sommes retournés dans la salle et Graves a ordonné que les invités restent disponibles pour un interrogatoire plus approfondi. Poirot, cependant, avait un autre plan. « Viens, Hastings, » dit-il en m'attirant dans une alcôve tranquille. « Nous allons parler à chacun d'eux en privé, mais différemment. Pas les questions directes de la police. Non, nous parlerons d'autre chose, et les laisserons se trahir par ce qu'ils choisiront de cacher. » Notre première conversation eut lieu avec Lady Wetherby. Elle était dans le petit salon, écrivant des lettres, la lumière du feu reflétant son chemisier en satin pâle. Poirot la complimenta sur la vue depuis les fenêtres, puis, sans prévenir, dit « Le hangar à bateau est vraiment pittoresque, n'est-ce pas, madame ?» Sa plume hésita un instant. « Le hangar à bateau ? Je suppose que oui, même si je n'y ai guère pensé cet hiver. »« Tu n'y es pas allé le soir de la représentation ?» Elle leva brusquement les yeux. « Certainement pas. Pourquoi le ferais-je » Poirot sourit faiblement. « Je ne vois aucune raison, si ce n'est pour rencontrer quelqu'un en privé. » Le silence avant sa réponse fut bref, mais je le remarquai. « Je vous assure, monsieur Poirot, j'ai passé toute la soirée dans la salle. » Nous avons ensuite trouvé Édouard Harcourt arpentant la longue galerie. Lorsque Poirot a mentionné le hangar à bateau, il a laissé échapper un petit rire. Un endroit romantique en été, peut-être, mais en janvier, on gèlerait en 10 minutes. Tu n'y es pas allé récemment ? Non, même si Isabella et moi y sommes allés un jour, après une répétition, il y a quelques mois. Elle aimait entendre sa voix résonner contre la pierre. Le 3e était Sir Charles Braithwaite, qui fronça les sourcils. Le hangar à bateau ? Je n'y ai pas mis les pieds depuis des années. Un endroit sale et plein de courants d'air. Tous les 3 nient toute visite récente, ai-je remarqué en le quittant. Pourtant, quelqu'un était là hier soir. Et exactement, dit Poirot.
Et maintenant, Hastings, nous devons réfléchir à ceci. Si Isabella a été convoquée et qu'elle s'y était rendue, la personne qu'elle devait rencontrer a peut-être compris que le message pouvait l'incriminer. C'est pourquoi il a été brûlé. Mais pourquoi seulement en partie? Ah, c'est la question. Plus tard dans l'après-midi, Clara Simmons est venue nous voir. Elle était encore plus pâle qu'avant, les mains crispées dans son tablier. « Je crois que je devrais vous dire quelque chose, monsieur, » dit-elle à Poirot. « La veille du récital, j'ai vu Lady Wetherby et Signorina Ferranti discuter dans le couloir. Lady Wetherby lui a tendu une petite enveloppe. Isabella parut surprise, mais elle la glissa dans son sac à main. « Vous en êtes certain ?» demanda Poirot. « Oui, monsieur. Et quand j'ai récupéré le sac d'Isabella dans sa chambre hier soir, après qu'elle soit tombée malade, il avait disparu. Quand Clara fut partie, je lui demandai « Tu penses que cette enveloppe contenait la note du hangar à bateau ?» C'est possible. Ou peut-être s'agissait-il d'autre chose. Mais le lien entre Lady Wetherby et notre victime se renforce. À la tombée de la nuit, Poirot se fit plus silencieux, perdu dans ses pensées. Au dîner, je remarquai que son regard se posait souvent sur Lady Wetherby, comme s'il la comparait à une échelle de probabilité personnelle. À la fin du repas, il s'excusa sans explication. Il était presque minuit lorsqu'il revint dans nos chambres, portant un petit paquet enveloppé dans du papier kraft. Il le déposa soigneusement sur la table. Dans le placard de la salle d'armes, à Hastings, derrière les cuissardes et les boîtes à pêche, j'ai trouvé ceci, a-t-il déclaré. Il déballa le papier pour révéler une paire de bottes de femme robuste, les semelles légèrement marquées de boue séchée et de poussière, du même gris pâle que dans le hangar à bateau. « Elles ne sont pas neuves, » dit doucement Poirot, « mais elles ont été portées très récemment. Et la taille, petite, mais pas autant que le pied de Clara. Tu vois, Hastings, le hangar à bateau a commencé à parler. Je fixai les bottes, réalisant que le cercle se resserrait à nouveau. Quelque part parmi ces élégants invités se trouvait un tueur, et l'enquête de Poirot commençait à tourner en leur faveur. Chapitre 9. Contradiction dans la neige. Le vent qui avait hurlé toute la nuit s'était calmé au matin, laissant l'air immobile et lourd de froid. Le gel persistait, transformant les pelouses de Wetherby Hall en une étendue scintillante sous le mince soleil hivernal. La neige, par endroits éparse et épaisse à d'autres, conservait chaque perturbation de la nuit précédente, comme un enregistrement minutieux et blanc. Poirot, qui n'est jamais du genre à laisser un tel récit sans le lire, a annoncé au petit déjeuner que nous ferions une promenade dans le parc. « Mon ami, dit-il en beurrant un petit pain avec précision, la neige, c'est comme le papier sur lequel quelqu'un a écrit un compte-rendu. La police, elle, le lit grossièrement. Nous le lirons avec attention. » J'ai ri. « Tu veux dire que tu comptes inspecter des empreintes de pas ?» « Exactement, » répondit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Il faut vérifier, Hastings, que les histoires qu'on nous raconte correspondent au chemin réellement emprunté. Nous avons trouvé l'inspecteur Graves dans le couloir, en train de boutonner son manteau. Il était d'accord avec notre plan, peut-être parce que cela nous éviterait d'entrer dans sa salle d'interrogatoire pendant un certain temps. « Attention à ne pas marcher sur ce qui paraît neuf, » a-t-il averti. On a déjà marqué quelques endroits. Le premier arrêt fut la porte latérale près de la salle de musique, celle qu'Harcourt prétendait utiliser pour fumer sa cigarette. Les marches qui descendaient vers le jardin étaient bordées d'une rangée nette d'empreintes de bottes, larges et profondes. « Ce sont les siens, sans aucun doute, » dit Grave. « Je l'ai vu porter ces lourds brogues. »« Mais remarquez, inspecteur, » dit Poirot en s'accroupissant pour examiner le bord de l'empreinte la plus proche, qu'elle s'éloigne de la porte dans deux directions, l'une vers l'avant de la maison, l'autre longeant les buissons et se dirigeant vers l'aile est. « Ce deuxième ensemble pourrait appartenir à n'importe qui, » répondit Graves. « Non, non, » répondit Poirot fermement. « Vous voyez comme le talon est plus profond sur le pied droit ? C'est une petite irrégularité, mais c'est la même chose dans les deux cas. Notre monsieur Harcourt a été loin d'être précis dans son récit. Nous avons suivi la deuxième série d'empreintes aussi loin que possible avant qu'elles ne disparaissent sous un amas de neige le long du mur est.
De là, Poirot a porté son attention sur un sentier plus étroit, menant au sentier de la falaise. Il s'agissait d'empreintes plus claires et plus étroites, des bottes de femmes, peut-être, qui menaient vers le hangar à bateau. Grave fronça les sourcils. Ce sont les mêmes que ceux qu'on a vus hier dans le hangar à bateau. Oui, acquiesça Poirot, mais nous les suivrons quand même. Le sentier serpentait au sommet de la pente, puis descendait vers les pins. Près du hangar à bateau, il se mêlait aux plus grandes empreintes de bottes que nous avions vues à l'intérieur. C'est ici qu'ils se sont rencontrés, dit doucement Poirot. L'un vient de la maison, l'autre peut-être d'un autre chemin. Ils restent près l'un de l'autre, puis repartent tous deux par où ils sont venus. Cela aurait pu se passer des heures avant la représentation, a déclaré Graves. Peut-être. Mais réfléchissez, inspecteur. Si c'était avant, pourquoi ne brûler le billet qu'après le récital? Nous retournâmes au hall et, en approchant de la terrasse, Poirot s'arrêta brusquement. « Regardez, Hastings, la neige sous cette fenêtre. Elle est compacte, comme si quelqu'un se tenait là depuis quelques minutes. » La fenêtre en question appartenait au salon. De l'intérieur, on pouvait voir le chemin menant au hangar à bateau et la porte latérale donnant sur la salle de musique. « Quelqu'un qui guette les mouvements d'un autre, » murmura Poirot. « Il serait intéressant de savoir à qui appartient cette chambre. » À l'intérieur, nous avons trouvé le petit salon vide, mais un bref échange avec le majordome nous a révélé que Lady Wetherby l'utilisait souvent pour sa correspondance. « Surtout l'après-midi, monsieur, » a ajouté le majordome. « Elle apprécie la lumière de la baie vitrée. » Poirot hocha simplement la tête et ne dit rien, mais je pouvais dire que son esprit organisait cette information à sa place. Le reste de la matinée se passa en une série de conversations calmes mais révélatrices. Poirot aborda Harcourt en premier, dans la galerie, avec l'affabilité naturelle qui précédait souvent ses pièges. « Monsieur, dit-il, lorsque vous êtes sorti fumer votre cigarette après le récital, avez-vous remarqué la lumière provenant de la loge ?» Harcourt hésita. « Non. J'ai fait l'inverse. »« Ah, mais voyez-vous, dit doucement Poirot, la neige me dit que vous avez fait les deux sens. Pourquoi en serait-il ainsi si vous n'aviez rien à faire dans l'aile est ?» Harcourt rougit. « Bon, j'ai pris cette direction pour éviter quelqu'un. Sir Charles était sur la terrasse, et je n'étais pas d'humeur à entendre un autre discours sur ma carrière. Mais je ne me suis pas approché de sa chambre. » Poirot inclina la tête, l'air parfaitement satisfait. « Merci. Vous avez été très clair. » Vint ensuite Sir Charles lui-même. Poirot le trouva dans la bibliothèque et parla presque négligemment du temps. « Quel dommage que la neige soit tombée à ce moment-là, » dit Poirot. « Cela rend nos petits mouvements si visibles, n'est-ce pas ?» Sir Charles renifla. « À moins de rester sur la terrasse. Je ne suis allé nulle part ailleurs hier soir. »« Ah, » dit Poirot. « Alors les empreintes près de la porte latérale ne peuvent pas être les vôtres. C'est utile à savoir. » Sir Charles cligna des yeux mais ne dit rien de plus. Finalement, Poirot alla trouver Lady Wetherby. Il se montra courtois, voire galant, mais sa question était directe. « Madame, depuis votre salon, on peut voir les allées menant à la porte latérale et au hangar à bateau. Avez-vous remarqué que quelqu'un les empruntait après le récital ?» Elle sourit faiblement. « Je n'étais pas à cette fenêtre, monsieur Poirot. J'ai passé la soirée au salon, comme je vous l'ai dit. » « Et tu n'as pas regardé dehors ?»« Pas une seule fois. » Ses yeux croisèrent les siens sans broncher. « Pas une seule fois. Quand elle fut partie, je dis « Elle n'a pas bronché. »« Non, » dit Poirot. Mais elle a répondu trop directement, comme quelqu'un qui a répété ses paroles. À l'heure du déjeuner, les contradictions se multipliaient. Harcourt avait admis s'être dirigé vers l'aile est, tout en niant être entré dans le vestiaire. Lady Wetherby prétendait ne pas s'intéresser à la fenêtre qui lui aurait offert une vue parfaite sur quiconque s'y rendait. Quant à Sir Charles, il s'était fermement installé sur la terrasse, un emplacement sans témoin pour le confirmer. Après le repas, Graves nous rejoignit à la bibliothèque et Poirot commença à exposer ses observations. Nous avons 3 traces dans la neige, chacune contredisant une partie de l'histoire racontée. L'une, les brogues d'Harcourt, empruntent un détour qu'il avait d'abord nié. 2. Les bottes plus légères
correspondent à celles du hangar à bateau. 3. Les empreintes sous la fenêtre appartiennent à quelqu'un qui guettait le passage d'une autre. Et tu penses que tout cela s'est produit juste avant sa mort ? Demanda Graves. Le sourire de Poirot était discret et assuré. Je pense que cela s'est produit dans le court intervalle entre la représentation et son effondrement. Et c'est là, inspecteur, le cœur même de l'affaire. Ce soir-là, alors que nous nous habillions pour le dîner, j'ai demandé « Savez-vous qui l'a fait ?» Poirot ajusta sa cravate, observant son reflet. « Je sais, Hastings, que la vérité est proche, mais nous devons laisser le meurtrier croire qu'il est en sécurité encore un peu. Ce n'est qu'alors qu'il dévoilera la main qui l'a frappé. » Et sur ce, il lissa sa moustache à la perfection, comme si rien de plus sérieux qu'une partie de cartes ne l'attendait, même si nous savions tous les deux que les enjeux étaient infiniment plus élevés. Chapitre 10. L'alibi brisé. Le lendemain matin, un étrange changement s'était opéré dans l'atmosphère de Weatherby Hall. La tension était toujours présente, mais elle s'était accentuée, comme une corde trop tendue. Les invités évitaient de s'attarder trop longtemps dans la même pièce. Les conversations s'interrompaient brusquement à l'approche de pas. C'était comme si chacun réalisait désormais que le filet de l'inspecteur Graves se resserrait et que quelque part parmi eux, un meurtrier était pris dans ses mailles. Poirot, cependant, ne semblait pas pressé. Il déjeuna avec son souci du détail habituel, épluchant son œuf à la coque avec la précision d'un chirurgien et écoutant les conversations de la table avec cet air serein qui dissimulait si souvent une réflexion active. « Mon ami, » m'a-t-il dit doucement lorsque les autres furent partis, « ce matin nous allons confirmer quelque chose qui me trouble depuis le début. »« Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « L'alibi de Lady Weatherby. » J'ai cligné des yeux. Mais elle était au salon pendant le dîner. Plusieurs personnes l'ont vue. « La surveillait-il à chaque instant ?» demanda doucement Poirot. « Non. Et il y a la question de ces 5 minutes d'absence. Les gants, vous vous souvenez ? Ce n'est rien, peut-être. Ou c'est tout. » À 10h30, Poirot suggéra à Graves de reconstituer les minutes cruciales entre la fin du récital et l'effondrement d'Isabella. L'inspecteur, bien que sceptique, accepta. Nous avons commencé dans la salle de musique, où les applaudissements s'étaient tus. Lady Weatherby était là où elle était assise ce soir-là, parfaitement calme dans son costume gris tourterelle. Harcourt, Sir Charles, le docteur Keane et les autres invités prirent également place. « Maintenant, » dit Poirot. Lorsque la dernière note fut chantée, mademoiselle Ferranti quitta la scène et retourna dans sa loge. « À ce moment, madame, » dit-il en se tournant vers Lady Weatherby, « vous êtes restée ici ?»« Oui, » répondit-elle. « Pendant combien de temps ? » « Quelques minutes, peut-être. J'ai parlé des fleurs avec Lady Eustace. » Poirot inclina la tête. « Et ensuite, tu es allé chercher tes gants ? » ?»« Je l'ai fait. » Il se dirigea vers la porte de la salle de musique, sa petite silhouette s'avançant avec une grâce déterminée. D'ici au petit salon, où se trouvaient les gants, il y a une certaine distance. Mais pour les atteindre, il faut emprunter le couloir est, n'est-ce pas ? C'est exact. Alors, dit doucement Poirot, vous auriez passé la porte du cabinet de toilette de mademoiselle Ferranti. Je suppose que oui, dit Lady Weatherby d'une voix égale. Il s'arrêta et je pus presque sentir le moment prendre de l'ampleur. Et pourtant, madame, poursuivit Poirot, il y a un petit problème. Les gants que vous portiez ce soir-là étaient déjà dans la poche de votre robe de soirée, accrochés dans le placard à manteau près du salon. J'en ai eu confirmation auprès du majordome, qui les a vus là en vous, aidant à vous habiller pour le dîner. Les yeux de Lady Weatherby ne vacillèrent pas, mais le silence qui suivit fut pesant. « Si c'est vrai, » dit Graves sèchement, « alors qu'est-ce que tu allais chercher ?»« J'ai dû me tromper, » dit-elle enfin. « J'ai peut-être pris un mouchoir. » Le ton de Poirot resta poli, mais l'acier sous-jacent était indéniable. « Un mouchoir qui n'était pas dans votre chambre ? » « Non, madame. Vous avez suivi ce couloir avec détermination, et il est possible, n'est-ce pas, que vous ayez fait un bref passage dans le vestiaire. »« C'est absurde, » dit-elle d'une voix plus aiguë. « Je n'avais aucune raison de lui faire du mal. » Poirot écarta les mains.
Peut-être pas dans ton esprit, mais dans le sien. Ah, c'est peut-être différent. L'inspecteur, flairant une ouverture, entra. Il vous faudra justifier cette absence plus clairement, Lady Weatherby. Je ne dirai rien de plus sans mon avocat, répondit-elle, et sur ces mots, elle quitta la pièce. Lorsque la porte se referma derrière elle, Graves émit un léger sifflement. « Tu as brisé son histoire en deux, Poirot. » Poirot secoua la tête. « Pas cassé, inspecteur, juste fêlé. Il faut voir ce qui se cache sous la surface avant de dire que c'est fini. » Cet après-midi-là, Poirot me demanda de l'accompagner au petit village côtier en contrebas du manoir. Nous empruntâmes le sentier qui descendait à travers les pins et longeâmes la route étroite, tandis que le grondement de la mer s'élevait faiblement sur notre droite. Au village, nous nous arrêtâmes à la poste. Poirot présenta un bout de papier à la receveuse. « Madame, avez-vous le relevé des télégrammes envoyés d'ici il y a 3 jours ?» Elle consulta un registre, puis hocha la tête. « Oui, on en a envoyé un à Londres, à une certaine mademoiselle Ferranti, à l'hôtel Savoy. » J'ai senti un regain d'intérêt. Qu'est-ce que ça disait? Elle passa un doigt sur la page. C'était court. « Venez à Weatherby Hall. Je dois parler avant le récital. M.W. Payé par une certaine Madame Margaret Weatherby. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu me retenir. Alors, c'est Lady Weatherby qui l'a convoquée ici. C'est pour ça qu'Isabella est venue. » « C'est possible, » dit Poirot en plissant les yeux, ou peut-être était-ce le dernier acte d'un drame déjà commencé. Ce qui compte, c'est que Lady Weatherby souhaitait la voir, et ce, avant de chanter. À notre retour, la maison était en effervescence. La nouvelle de l'échange houleux entre Lady Weatherby et Poirot s'était répandue, et même ses plus proches commençaient à s'inquiéter. Ce soir-là, Poirot demanda à Graves de lui accorder une dernière liberté, s'adresser collectivement aux invités dans le salon. L'inspecteur accepta, même si je voyais bien qu'il trouvait cela prématuré. À 8 heures, tout le monde se rassembla. Lord Weatherby, pâle, et tendu. Lady Weatherby, froide, presque provocante. Harcourt, vigilant. Sir Charles, avec son air habituel de dignité blessée. Et les autres, curieux mais prudents. Poirot se tenait devant le feu, les mains jointes derrière le dos. Mes amis,